Il y avait une histoire d'amour entre Tchekhov et moi. Tout simplement parce que dès le départ, quand il s'est agi d'écrire, André et moi, on assistait un jour à une réunion politique à Moule et Rosan Girard parlait à ce moment-là. C'est un orateur merveilleux. Il y avait l'assistance et puis à côté deux petits garçons qui se disputaient et qui s'insultaient. Tu ne manges chez toi jamais de viande, même quand on tue un porc, vous n'en voyez pas la couleur, vous vendez tout ce que vous avez tué de l'animal et tu ne vois même pas un petit morceau de boudin dans ta bouche. Ta bouche n'est visitée que par le vent, que par ci, que par cela, les obscénités venaient et il y avait vraiment un morceau de bravoure, c'est-à-dire la dispute de ces deux petits garçons. Et c'était cela qui nous avait le plus interpellés, davantage encore que le discours de Rosan, le discours de ces deux enfants-là qui étaient tellement parlants quant à la situation même de certains Antillais, de certains Guadeloupéens ici et à la pénurie dans laquelle ces gens-là vivaient. Donc après, André est parti en Europe et je suis restée ici et il m'a demandé de lui rapporter la dispute et le discours de ces deux petits garçons. Et je lui ai envoyé ce texte-là et il m'a répondu en me disant tout simplement que c'était un texte construit et que c'était un texte d'écrivain, qui ne pouvait pas s'en servir, que c'était en soi-même un texte d'auteur. Donc, à partir de ce moment-là, il m'a dit, je voudrais, alors à ce moment-là, il faudrait que tu essayes d'écrire, est-ce que tu n'en as pas envie? Bien entendu, j'en avais envie, mais je n'osais pas. Pour moi, un écrivain, c'était quelque chose, c'était quelqu'un que je n'aurais pas pu être, en tous les cas. Et il faut penser qu'à l'époque, quand on étudiait la littérature, en philo, en première et tout, ça s'arrêtait au 19e siècle, à Chateaubriand, et à tous ces auteurs romantiques, etc. Voilà, le programme littéraire s'arrêtait à cela. Donc, nous n'avions aucun auteur contemporain à étudier, et encore moins un auteur antillais, bien entendu. Donc, ça n'était pas du tout à l'ordre du jour. Voilà pourquoi, bon, moi, je pensais à Musset, je pensais à Victor Hugo, je connaissais par cœur les tirades de Lamartine, etc. Mais je ne me voyais pas, je ne pouvais pas, moi, m'imaginer écrivant. Donc, voilà. Et à ce moment-là, j'ai commencé à écrire, mais je lui disais, mais André, notre réalité est-elle littérairement transmissible? Ce que nous vivons, nous Antillais, nos personnages, notre vie, notre ressenti, qui cela va-t-il intéresser? Et il m'a mis un petit recueil de Tchekhov en main. Il m'a dit, lis ça. Et
c'était un texte très simple qui parlait tout simplement du chien, d'un personnage qui était, voilà, excusez-moi, mais je ne me souviens pas très bien du texte, mais c'est un texte qui m'a tellement parlé parce que c'est deux personnages qui se rencontraient et brusquement, et l'un était accompagné d'un petit chien. Le chien apparaissait aux yeux de l'interlocuteur comme un vulgaire toutou, et brusquement, il s'est avéré que c'était un personnage important qui était devant lui, qui se tenait devant lui. À ce moment-là, le chien est devenu brusquement un chien extraordinaire, un chien racé, et tout le langage changeait. Et j'ai été émerveillée de voir quelque chose de si simple qui était transmis et qui véhiculait tellement de choses, tellement de contradictions, de veuleries, de beauté en même temps. Et je me suis dit, mais c'est l'ambiance d'ici. J'ai commencé à ce moment-là à me plonger dans Tchekhov, et je n'ai pas fini, bien entendu, parce que Tchekhov m'accompagne partout. Mais je pense que il m'est devenu tellement cher et il m'a tellement servi, si je peux dire, de modèle, que je pense tout simplement que c'est parce que le peuple russe est un peuple qui a subi le servage, qui a eu l'âme abîmée comme nous, qui a en même temps eu l'âme exaltée, parce que effectivement il fallait compenser toutes ces humiliations, tout cet avilissement, tout cela, il fallait compenser. Donc il fallait partir dans une espèce de monde de compensation, un mode compensatoire d'existence qui est commun à ce peuple russe et à nous autres. Et en même temps, toutes ces situations sont si proches qu'il pouvait y avoir pratiquement correspondance d'un peuple à l'autre. Et quelquefois, il nous arrivait, André et moi, tout simplement de changer les noms des personnages russes et de les transcrire, de les appeler par des noms créoles, pour nous retrouver tout simplement, tout bêtement, calquer, pour nous retrouver dans cette réalité qui est la nôtre. Donc, c'est très important. Et ce qui est aussi important, ce qui m'a été aussi donné de comprendre, c'est qu'après, et presque ex aequo, les auteurs qui m'ont le plus apporté, ce sont ces auteurs tout simplement hébreux. Ces auteurs, pas hébreux, excusez-moi, ces auteurs yiddishisants. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont hérité d'un monde perdu. Ce sont des gens qui ont été dépossédés, comme nous. Nous sommes des gens dépossédés, mais nous nous réapproprions toute notre histoire, tout notre vécu. Nous inventons bien entendu aussi, mais il y a tout un processus de reconstruction, de repossession, de réappropriation et de plantation carrément de notre monde
de cette espèce d'arbre nouveau que nous sommes, que nous sommes l'arbre et nous regardons en même temps l'arbre que c'est. Nous prenons notre distance avec l'arbre, puisque l'arbre finalement ce sont nos enfants plus que nos parents, puisque les parents et les ancêtres et tout, c'est vrai que nous les avons, le peu que nous avons, nous avons envie de les conserver, de les transmettre, mais par nos enfants, c'est notre surgeon. Les enfants, nos enfants sont à la fois notre passé et notre futur. C'est les deux choses pour nous, et notre présent aussi. Donc, c'est vraiment, ce sont des plantes nouvelles que nous sommes, et c'est ce qui fait aussi la beauté de la chose. Mais pour revenir à ces gens qui m'ont influencé, à ces auteurs qui m'ont influencé, je disais donc que c'était les Yiddishisants, effectivement, ce sont eux, parce que tout simplement, ce qui fait la différence avec tout le reste des écrivains et des auteurs, si vous voulez, c'est que ce peuple-là, ce peuple hébreu, vient de l'esclavage. Après l'exil de Babylone, il y avait tellement d'esclaves juifs sur le marché qu'il valait moins cher qu'un âne. Donc, toute cette histoire d'esclavage de ce peuple-là, tout ce qu'ils ont vécu comme injustice, comme humiliation, comme déculturation, comme délocalisation, tout cela, nous l'avons vécu ensemble, si je peux dire. Et quand j'ai rencontré André, c'est tout simplement mon histoire que je rencontrais quelque part aussi. On s'est connus depuis l'Égypte. Je vogue à ses côtés depuis cette époque-là, si vous voulez. C'est rien de nouveau, c'est comme si on se connaissait depuis toujours, puisqu'il était dans mon passé et que j'étais dans le sien, tout simplement. Donc, c'est toute cette histoire-là qui m'a apporté, à travers ces auteurs yiddishisants, ce Sholem Aleichem, pour moi, ça a été vraiment du nanan, comme nous disons, du gâteau. La manière dont ces personnages sont simples. Parce que nous ne pouvons pas... Nos cathédrales, ce sont nos arbres, ce sont nos forêts, c'est cette nature qui est sans arrêt en compétition avec les œuvres les plus grandioses que les hommes ont pu faire, ont pu construire, et qui nous est donnée, tout simplement. Mais qui nous est donnée, et ce sont nos yeux qui les reconnaissent. J'ai été aussi très souvent en compagnie de James Hadji pour son livre extraordinaire « Et maintenant, louons les grands hommes ». Et ce livre parle tout simplement des petites gens du Sud. La fascination tout simplement que j'ai de ces vies toutes simples. Vous savez, je suis césarienne et en même temps, le langage, j'ai voulu, moi, au contraire, aller au créole, plutôt qu'aller vers ce langage des surréalistes ou ce langage des grands blancs de France, si vous voulez. J'ai plutôt, moi, quand j'ai commencé à écrire, la question s'est tout de suite posée à moi de savoir
dans quelle langue j'écrivais. C'est-à-dire que qu'est-ce que je voulais dans... Est-ce que le français me suffisait, tout simplement? Est-ce que la relation, si vous voulez, que j'avais avec la langue française, est-ce que ça me permettait d'être libre et de transcrire ma réalité? Bien entendu, ça n'a pas été... pour moi, ça ne m'a pas du tout... ça ne m'a pas suffi. Il y avait vraiment une mutilation. Il fallait que je trouve mon langage à moi. C'est-à-dire que mes textes, quelquefois, je les écrivais d'abord en créole. Et je les traduisais en français. Je me traduisais moi-même en français. Et me traduisant en français, je ne voulais pas, si vous voulez, mon souci, c'était de ne pas tout simplement truffer la langue créole, la langue française d'expression créole. Mais au contraire, pervertir l'esprit même de la langue française en inoculant ce souffle créole, en inoculant cette espèce de vision du monde que la langue créole porte en elle, cette oralité qui est une langue tellement libre et créative chaque fois et qui est une langue aussi de symboles, qui est une langue biblique aussi quelque part, cette espèce de langue créole que j'avais comme outil. Donc, en même temps, tout cela cheminait en moi et j'ai construit mon langage. J'ai voulu le faire. C'est sciemment que cette langue-là, qui est la langue de Télumé, c'est une langue qui n'existait pas encore. C'est ça la créolité, si on veut. Si on veut parler de créolité, c'est cela, pour moi, la créolité. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Je n'ai pas voulu nommer la chose, j'ai voulu faire la chose. Voilà. Il y a autre chose. Effectivement, ces gens qui m'ont accompagné, ces Adji, il y a Bashevis Singer qui est incontournable avec cette espèce d'apport qu'il avait dans ses personnages de faire passer toutes ses croyances et de les imposer comme un fait, comme faisant partie du personnage, tout simplement. Ces croyances qui ne deviennent pas du tout superstition, mais qui deviennent justement une espèce de métaphysique particulière à un peuple. C'est aussi cette chose-là que j'ai voulu emmener. J'ai voulu qu'on respecte les croyances des miens, tout simplement, parce qu'ils étaient dignes de respect. Voilà, ni plus ni moins que les croyances des autres peuples. Donc, j'ai tenu compte aussi de cette espèce de partie secrète parce qu'elle fait partie intégrante de notre être, de notre vécu, de notre imaginaire créole, de notre identité, tout bêtement. Donc, c'est tout cela que c'est cette espèce, c'est cet amalgame de l'Afrique que nous transportons. C'est cela que nous avons de l'Afrique et que nous avons fait, que nous avons transformé, que nous avons métamorphosé. Nous avons nos propres métamorphoses à nous autres créoles, qui fait partie, si vous voulez, qui vient de quelque part, mais que nous avons, nous, transformé avec notre sauce, notre salsa particulière. Donc voilà, c'est tout cela que nous avons apporté, si vous voulez, et qui fait notre identité. Et c'est avec cela que nous pouvons nous présenter au monde.
et que nous pouvons, dont nous pouvons être fiers, en tout cas. Voilà. Il y a aussi, je vous ai parlé également de cet homme-là qui m'a beaucoup impressionné, qui est Erskine Caldwell, dans le même esprit que Kadji. Tous ces petits blancs du Sud qui ont une vie extraordinaire et qui ressemblent beaucoup à la vie de nos nègres à nous, de nos gens à nous, qui ressemblent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça chemine. Ce sont ce qui prouvent tout simplement que nous faisons et que font partie de l'humaine condition dans la même proportion que nous autres aussi, les créoles, parce que il y a vraiment une espèce de familiarité profonde, de voisinage dans les personnages, dans les situations, dans les camouflages. C'est extraordinaire dans ces personnages de Caldwell et ces gens qui, cet imaginaire aussi qui est toujours proche et qui compense. C'est cela qui fait aussi notre personnalité. C'est ce voisinage immédiat de l'imaginaire, de l'imagination, du rêve. Cette façon que nous avons d'introduire le rêve dans notre réalité, de lui donner corps, que le rêve, il y a des peuplades comme ça. Et pourquoi nous n'assumerions pas cette espèce, cette part en nous qui, j'imagine que Dieu a rêvé le monde avant de le faire, avant de le créer. Donc voilà, l'Occident, chaque fois qu'on parle de rêve, ce sont des rêveurs, ce sont des doux rêveurs. Mais c'est très important de rêver, c'est très très important. Donc, et nous lui donnons toute sa place au rêve dans nos sociétés, tout simplement. À Goyave, il y a des rivières, beaucoup de rivières magnifiques, avec beaucoup d'écrevisses. Avant, quand je descendais dans la rivière, on y posait des nasses pour attraper des poissons, des dormeurs, qu'on faisait frire. On en faisait aussi des matelotes, du poisson au vin rouge, ce qui était délicieux, que ma mère préparait très bien. Et puis voilà. Mais n'empêche que les rivières restent toujours belles. Mais elles sont beaucoup moins poissonneuses, naturellement. Il y a de moins en moins d'écrevisses également, mais elles restent belles. Et voyez-vous, c'est un petit village où il y a à la fois la rivière, parce qu'on venait à Goyave pour se baigner à la rivière. Avant le changement d'air, les vacances pour les gens de la ville, c'était de venir à la campagne, se baigner à la rivière. Ce n'était pas du tout d'aller à la mer. Maintenant, c'est devenu... les plages sont devenues, les plages de mer sont devenues, les grèves sont devenues vraiment quelque chose qu'il faut absolument fréquenter, il faut aller à la mer. Avant, ce n'était pas comme cela. Mais n'empêche qu'à Goyave, il y a aussi une mer, mais le sable, ça n'est pas un sable blanc, c'est un sable volcanique. Donc, qui est un petit peu gris, mais qui est très fin. Et ce sont de très belles plages parce qu'elles sont ombragées et que la végétation arrive très très loin.
au bord de la plage. De sorte qu'on a on n'a pas besoin de mettre des parasols. Il y a des arbres qui servent de parasol, tout naturel. Et ce sont des rivages ce sont des promenades sur ces rives, si vous voulez, de mer, qui sont extrêmement belles. La mer est bonne, elle est tiède, elle est bien. Et les rivières sont très très belles, très belles. Il y a de belles grosses pierres au milieu des rivières qui servent carrément de table à bronzer. On peut se coucher sur ces pierres tellement elles sont larges et longues et plates et belles. Et ce sont des rivières extraordinaires. Il y a un bassin qu'on appelle le bassin bleu et qui servait avant, si vous voulez, de piscine. On y descendait pour se laver le matin parce qu'il n'y avait pas d'eau courante. Donc c'était notre piscine naturelle. On l'utilisait également pour aller chercher de l'eau en rivière puisqu'on n'avait pas d'eau courante. On allait chercher de l'eau dans ces bassins-là. Et l'eau était extrêmement bonne et extrêmement pure. Pas comme maintenant, elle n'est pas aussi pure, loin s'en faut. Mais ce sont des endroits qui restent tout de même préservés. Si vous voulez, c'est vraiment des petits villages qui ont bien grandi. Évidemment, il faut que ça se développe. On ne va pas en rester à la route sans lumière, sans quoi que ce soit. Mais malgré le progrès, entre guillemets, et l'arrivée du progrès, je dirais, eh bien, l'endroit reste quand même très préservé, si vous voulez, parce qu'il y a l'arrière-pays qui est resté en forêt et que les Rastas ont investi, de sorte qu'il y a plein de jardins particuliers, des jardins de fleurs, des jardins de fruits, des jardins d'arbres. La nature est préservée. Il y a des enclaves de Rastas qui se sont installés là, des villages qui ont inséré dans la végétation très bellement des petites cases qu'ils ont construites eux-mêmes et qui sont magnifiques. Ces cases sont ornées de meubles que ces gens ont fait eux-mêmes et qui sont des meubles absolument incroyables, de beauté, une ligne avec des lignes très très pures et il y a, on peut trouver aussi des tas de jus naturels que ces gens font et qu'ils donnent à boire, qu'ils ne gardent pas. Pour eux, vous pouvez aller, il y a des petits, ce n'est pas des bistrots, mais c'est comme des espèces de maisons ouvertes où vous pouvez, il y a des tables où des gens, les visiteurs, des gens de passage peuvent s'installer, boire quelque chose, et puis voilà. Et puis, mais c'est surtout la préservation des lieux qui est extraordinaire. Tout est intact. Là, vous allez dans ces petites enclaves, dans ces petits villages, c'est absolument merveilleux. D'ailleurs, il y a eu à un moment donné un couple de Rastas qui a censément été les initiateurs de ce projet et qui sont maintenant retournés en Afrique et qui ont donné au lieu une colonne vertébrale, une âme, qui ont vraiment laissé leur empreinte dans cet endroit. Maintenant, je crois qu'ils sont au Bénin et ils ont fait un retour en Afrique. Mais n'empêche que leurs traces sont là et c'est un des villages assez
assez exceptionnel de Guadeloupe, ce village Rasta qui se trouve ici à Goyave. Pourquoi ce village Rasta s'est implanté là? À cause même des lieux, à cause même de la forêt, parce que Goyave c'est la forêt. C'est l'approche, c'est la proximité de la forêt. Si vous voulez, vous êtes ici, chez nous, mais les arbres sont vraiment tellement présents, tellement proches. Le vert est là, et voilà, et c'est pour cela qu'ils sont venus sur Goyave, pour ce verre-là. Il y a des chutes extraordinaires ici. Il y a deux chutes d'eau qu'il faut visiter. Il y a les chutes de Moreau, c'est absolument... c'est beau, c'est préservé, c'est magnifique. Ce sont de belles chutes d'eau. Si vous me demandez de vous y conduire, je vais le faire. Voilà pour ce village. Mais ce village m'est très cher parce que mes personnages sont issus de cette petite terre-là, de cette toute petite, de cet espace-là. Et finalement, j'ai grandi là. Mes grands-parents avaient justement une petite île où ils s'étaient réfugiés. Mes grands-parents à Pointe-à-Pitre. Cette petite île a subi le cyclone de 1928 et qui a ruiné mes grands-parents et qui les a forcés à venir à Goyave. Donc, nous sommes, la famille s'est retrouvée sur Goyave et depuis lors, mes grands-parents ont vécu là, mes parents et moi-même, je suis très attachée à ce coin de terre parce que je connais son histoire. Je connais l'histoire de l'évolution même du village, des sections. Je connais aussi chaque histoire, chaque maison, l'histoire de chaque maison, de chacune des maisons. Maison après maison, je peux vous dire ce qui s'y est passé. Donc, je connais très bien les lieux et j'y suis fortement attachée. Voilà pour mon espace de Goyave. Il faut voir que à l'âge de 3 mois, je suis revenue ici en Guadeloupe avec ma mère. Pourquoi? Parce que mon père était militaire de carrière et il avait été envoyé en France. Son régiment était basé en Charente-Maritime. Donc, je suis née en Charente-Maritime. Quand, à l'âge de 3 mois, la guerre a éclaté, mon père a été engagé, donc il est resté pour faire son métier de militaire. Et ma mère et moi, nous sommes revenus en Guadeloupe. Bon, ma petite enfance, je me revois aussi loin que je puisse me projeter, je me revois avec ma mère. J'ai toujours été en contact avec ma mère. Parce que je suis enfant unique et ma mère était institutrice de campagne. Donc, ma mère a toujours servi dans des endroits où les enfants, si vous voulez, étaient des petits campagnards, des petits enfants de paysans. Et j'ai toujours vu ma mère aux prises avec des classes de 100 enfants. Depuis toute petite, je me vois avec une foule d'enfants dans une seule classe, évidemment. Ma mère faisait tous les cours, depuis le cours préparatoire au certificat d'études, en passant par l'entrée en 6e. Donc, elle faisait tout. À la maison,
quand je pense à notre maison, je vois notre maison emplie de tableaux noirs. Partout des tableaux noirs, parce que en ce temps-là, les enfants devaient rester aider leurs parents. Et bon, soit à faire du charbon, soit à aller à garder les enfants pour les mères. Enfin, les enfants, on les envoyait en classe après qu'ils aient rempli leurs devoirs à la maison. Donc souvent, les enfants manquaient l'école. Et ma mère avait à cœur de les faire rattraper tout cela, rattraper leur retard, et les prenait à la maison les jours de congé, le dimanche. Ils venaient et ma mère les faisait récupérer. Ma mère me disait, toi, tu es une privilégiée. Tu parles, on parle français à la maison, tu peux te débrouiller toute seule. Moi, je vais vers ceux qui ont vraiment besoin de moi. Et donc, elle faisait venir à la maison tous ses enfants, si bien que mon enfance, je me vois, j'étais très libre. J'étais dans la cour, je pouvais faire absolument ce que je voulais. Ma mère ne s'occupait pas beaucoup de moi. La journée se terminait, ma mère et moi, à ce moment-là, c'était vraiment fusionnel. Elle avait besoin de moi puisque elle n'avait que moi, finalement. Mon père, elle ne savait même pas s'il était mort ou vif, elle ne recevait pas de nouvelles. Elle devait tout faire par elle-même. C'était une femme seule. Donc, elle devait faire son jardin pour avoir un petit peu de légumes. Elle devait faire son poulailler pour avoir quelques poules et quelques œufs, puisqu'elle n'avait personne. À ce moment-là, les hommes allaient lutter pour avoir quelques subsides pour emmener à leur famille. Ma mère n'avait personne pour lui porter quoi que ce soit, puisque ma mère elle-même était orpheline. Donc elle n'avait ni père ni mère, elle n'avait pas de parents. Donc voilà, elle n'avait que moi. Et ma mère, finalement, mon goût pour les anciens, pour les gens disparus, pour tout cela, tient beaucoup de ce que faisait ma mère. C'est-à-dire que tous les soirs, ma mère, en quelque sorte, s'ingéniait à ressusciter tout ce qu'elle avait connu, puisqu'elle n'avait pas de personnes vivantes sur lesquelles elle pouvait s'appuyer. Elle s'appuyait sur les défunts, ses parents qui étaient partis. Alors, souvent, ses parents, ceux qu'elle avait connus et qui étaient partis, c'était la grande histoire du soir, c'était le De Profundis. Elle faisait tous les soirs, elle récitait le De Profundis en nommant les personnes disparues et en ayant à cœur de me léguer leurs souvenirs, de me léguer leur vie, leurs souvenirs, leurs traces sur la terre. Donc, elle m'a donné le goût, si vous voulez, du passé. Ça n'est même pas le goût du passé, c'est-à-dire que le passé n'était pas le passé. Elle redonnait vie au passé, si bien qu'il était des fois plus présent que le présent, que ce qu'elle vivait. Donc, c'était quelque chose, c'était nos livres d'histoire. Mon livre d'histoire, c'était les histoires que me racontait ma mère de ces gens qui avaient vécu comme ci, comme ça, qu'elle interprétait. Donc, voilà mon vécu de petit enfant. Et puis, autre chose aussi qui m'émerveillait, c'était tout simplement la vie que menaient mes grands-parents. Mon grand-père qui était bordelais et qui vivait donc ici dans ces bois de goyave avec ma grand-mère qui était une négresse de Saint-Martin et qui était analphabète.
et mon grand-père qui tous les soirs lui lisait, lui demandait son avis sur les choses qu'il lui lisait, les textes qu'il lui lisait. Et cette espèce d'amour extraordinaire au milieu des bois, au milieu de personnes qui ne pouvaient pas comprendre ce qu'était mon grand-père. Et alors que mon grand-père comprenait très bien et aimait profondément les gens qui l'entouraient. Mais les gens qui l'entouraient, en tout cas, l'acceptaient. Mais l'acceptaient comme un corps étranger bénéfique. Parce que mon grand-père était... je pense que c'était une espèce de franc-maçon, je ne sais pas. C'était l'homme l'homme tout à fait libre. C'était un être absolument libre qui avait choisi sa vie, qui avait choisi sa femme, qui avait choisi son monde, et un petit peu comme ce personnage extraordinaire de cet auteur qui a écrit ce livre merveilleux, le vieux qui lisait les romans d'amour. Peut-être que vous connaissez ce livre qui est fabuleux. Et mon grand-père est un petit peu comme ce personnage-là. Et donc voilà, ma petite enfance s'est passée à voir que deux êtres de deux mondes totalement différents pouvaient s'aimer à la folie et vivre un amour qui ne s'est pas démenti un seul jour devant une petite fille, devant les yeux d'une petite fille. Mon grand-père coiffait ma grand-mère, parce qu'à un moment donné, quand ma grand-mère est devenue vieille, elle était presque quasiment paralysée. Et bon, elle avait des cheveux de négresse, et mon grand-père, elle ne voulait que personne, elle ne voulait que personne la coiffe. Donc mon grand-père s'exécutait avec un grand bonheur, lui faisait ses tresses, vraiment, mais avec, comme si c'était une jeune fille de 16 ans qu'il avait devant lui. C'était fantastique de les voir vivre comme ça, et je dois dire que ça m'a apporté une grande paix. Et j'ai toujours vu les gens sans jamais voir leur couleur, sans jamais regarder, si vous voulez, sans regarder leur couleur, en tout cas, pas d'emblée. C'était tout autre chose. J'avais l'habitude de voir ces gens vivre comme cela et s'aimer, et puis voilà. Ça m'a beaucoup ouvert l'esprit, je dois dire, de les voir, de les côtoyer, de les voir vivre petites comme ça. Ça m'a apporté un soleil et une paix extraordinaire. Ça m'est assez difficile, si vous voulez, de parler d'une œuvre à deux mains, à deux plumes, à quatre mains, enfin je ne sais trop. Tout cela est extrêmement difficile pour moi, parce que ça s'est fait tellement naturellement que maintenant, en parler et disséquer la chose, quelque chose qui s'est fait spontanément, en parlant, tout simplement aussi, moi-même, ayant besoin de
d'éclaircir ma nuit, en ce temps-là, si vous voulez, c'était pas du tout comme maintenant, c'était beaucoup plus difficile, si vous voulez, d'être noir à Paris. Au temps du plat de porc aux bananes vertes. Nous nous promenions, André et moi, et nous voyions des gens tellement malheureux, tellement nostalgiques de ces pays qu'ils avaient laissés, de ces parents, de cette nourriture qui représente l'identité quand on est loin. Tout cela, on en parlait. Et puis, André, quand je l'ai rencontré, il avait déjà ce projet d'écriture sur les Antilles. Ça n'est pas moi qui ai amené André à écrire sur ces pays. C'est un homme qui est, si vous voulez, c'est difficile de parler de l'œuvre sans parler de la personne d'André. Parce que c'est un homme, maintenant c'est facile de parler du tout monde. Maintenant c'est facile de parler de la diversité culturelle. Mais il faut bien voir l'époque à laquelle tout cela s'est fait. C'était un homme qui avait fait une espèce de maturation accélérée en humanité. C'est-à-dire que je n'ai pas, André n'a pas eu peur de casser son image. C'était quelque chose qui lui était tendu, si vous voulez, que cette espèce de carrière dans la judéité, dans son monde à lui, tout cela était très facile. Il pouvait continuer à l'infini, comme les écrivains le font en général. C'est un sujet délicat que je n'aime pas du tout aborder. Pas du tout aborder parce que ce sont des choses qui sont loin d'être résolues. C'est-à-dire que, avec un livre comme Le plat de porc aux bananes vertes, puis avec La mulâtresse solitude, les Antillais devraient considérer André comme un écrivain antillais. Or, chaque fois, il m'est donné d'entendre: ah oui, La mulâtresse solitude, c'est de toi, en parlant de moi. Or, c'est bien, comment dirais-je, stipulé sur le livre que c'est un livre d'André. Ça n'est pas mon sujet. Je ne pouvais pas, moi, en tant que Simone Schwarzbart, je ne pouvais absolument pas me glisser dans les eaux noires et sales de l'esclavage. Je n'aurais pas pu parce que je m'y serais noyée. Et j'avais besoin en même temps de savoir vraiment les dessous de l'esclavage et comment ça s'était passé pour mon ancêtre. Comment ça s'était passé pour les miens. Et c'est André, finalement, qui a fait le travail à ma place, qui m'a offert cette héroïne de solitude et qui m'a redonné mon passé sous cet angle-là.
du moins. Donc, et c'est pas le moindre pour moi. Donc ce sont des choses qui ne sont pas, dont je n'aime pas du tout parler, parce que de notre côté, la communauté juive n'a pas vu d'un bon œil qu'il puisse emboucher les trompettes de ce monde-là, de cet autre monde, de sorte qu'il s'est brouillé, si vous voulez, il s'est mis en état de solitude partout, vis-à-vis des siens et vis-à-vis de cette communauté dont il parlait et qui pensait, parce qu'il y a eu des articles de certains écrivains antillais disant que certaines personnes n'avaient pas le droit de parler des Antillais à leur place, ici et ça. Il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas du tout de cela. Donc ce sont quand vous me demandez de parler de cela, ce sont des choses, et je ne peux pas faire l'impasse sur comment dirais-je, sur ces turpitudes, je dirais. Parce que je ne suis pas assez calme encore, je n'ai pas assez de recul, je n'ai pas suffisamment moi-même écrit ce que j'ai à écrire, aussi là-dessus, naturellement. Et je n'ai pas encore éclairé suffisamment ma nuit concernant ce sujet-là. De sorte que, et tout cela est mêlé. Quand vous me demandez de parler de mon œuvre, tout cela est de notre œuvre, mais il reste que je suis si heureuse qu'un homme puisse démontrer qu'il est capable à ce point d'embrasser une autre réalité que la sienne propre et la vivre comme cela et la donner comme il l'a fait dans ses livres ou dans ce plat de porc. Cette héroïne est extraordinaire. Et maintenant, et ces asiles dont on parle maintenant, et ces mouroirs dont on parle et qu'on découvre maintenant, tout cela, si vous voulez, il n'est pas bon d'être en avance sur son temps. Il est très mauvais, on vous le fait payer très cher. Et de toute façon, cette espèce de porosité à d'autres mondes, parce que j'ai connu, mon mari parlait du monde du Japon, des Chinois, il aimait tout le monde, il aimait et il avait fait vraiment, les hommes c'était les hommes, c'est tout, c'était des hommes. Depuis très longtemps, si vous voulez, André savait, comprenait avec cette, si vous voulez, avec cette confrontation avec le nazisme l'avait tellement brûlé et en même temps lui avait tellement montré que l'humanité est une, quoi, c'est tout. Et je n'ai pas de mots parce que
je n'ai pas encore réglé certaines amertumes qui me submergent. Donc, j'aime mieux ne pas en parler. Mon premier roman, Pluie et vent sur Télénuméra, tout simplement parle d'une héroïne qui habitait pas loin d'ici, justement, et que je voyais vivre, tout simplement. Je me trouvais en Suisse, je vivais en Suisse, et cette personne est morte pendant que je me trouvais loin d'elle. C'était une personne qui, pour moi, représentait la Guadeloupe entière. Puisqu'ayant vécu justement comme ces personnages de Caldwell, comme ces personnages de Faulkner, c'était pour moi tellement grand, sa façon de passer dans le monde, cette façon de s'inscrire dans ce paysage et de s'accrocher des ailes justement pour pouvoir survoler tout ce qu'elle avait à subir. Donc j'ai ressenti la nécessité de la ressusciter, tout simplement, de ne pas accepter qu'elle s'en aille, mais de la fixer, au contraire, mot à mot, de manière à la reconstruire, à la refaire, à la ressusciter. Voilà pour mon premier ouvrage. Quant à Tigeant l'horizon, c'est tout simplement mon rapport à l'Afrique. Si vous voulez, j'ai tout simplement voulu dire que nous autres Antillais, à mon avis, je sentais que nous n'étions, quand je me suis rendue en Afrique surtout, puisque mon premier fils est né au Sénégal, je retournais vers la mer Afrique pour moi. Et voilà. Mais la mer Afrique ne veut pas toujours de ses enfants. Ça n'est pas toujours le cas. Et moi-même en tant qu'antillaise, j'ai bien vu que j'étais de l'Afrique, mais que j'étais encore autre chose. Que j'étais une greffe. J'étais une plante composée. Je n'étais pas simple, j'étais composée. Et c'est là que j'ai accepté toutes mes composantes. Et c'est là que j'ai vu que c'est tous les apports successifs de sang, de civilisation, de monde qui s'étaient entrechoqués, qui s'étaient rencontrés même dans la violence, mais qui s'étaient rencontrés, tout cela, j'étais le produit de tout cela, que c'était une richesse incommensurable, que ça n'était pas la peine de me limiter à une seule veine, et que toutes les veines qu'il y avait en moi étaient belles finalement, et que je devais les accepter, je devais et que les Antilles, ça n'était pas rien, ça n'était pas valorisé, les Antilles ne pouvaient pas se valoriser uniquement par l'Afrique. Les Antilles devaient se valoriser par les Antilles, par elles-mêmes, que c'était amplement suffisant, que ça tenait le choc devant n'importe quelle société africaine, et que, c'est vrai qu'il y avait des royaumes, c'est vrai que c'est grand, c'est vrai que l'Afrique n'était pas celle qu'on voulait bien nous enseigner, c'est juste,
Mais nous autres Antillais, ce que nous n'avions peut-être pas de royaume, nous n'avions peut-être pas, comme en Europe, de monuments extraordinaires, de chapelle Sixtine, de je ne sais trop quoi, mais nous avions bien autre chose. Nous avions été dotés par la nature, parce que n'importe quelle forêt verte belle concurrence une cathédrale. C'est aussi beau qu'une cathédrale, c'est magnifique. Déjà notre végétation, notre ciel, et l'art de vivre que nous avons inventé, le langage que nous avons trouvé et qui est quelque chose, cette oralité qui est un acte tellement gratuit, tellement beau, tellement créatif, et que nous vivions tous les jours, tout cela, nous ne voyions pas, nous n'en voyions pas la beauté et la portée. De sorte que en Afrique, j'ai découvert tout cela et j'ai écrit Tigeant l'horizon, c'est-à-dire un peu un Ulysse noir qui retournerait à Ithaque. Ithaque étant cette petite île de Guadeloupe. Voilà. La notion d'insularité pour moi, et comment la définir? Je ne sais pas. En tous les cas, il me semble qu'elle existe bel et bien, cette notion d'insularité. Parce que déjà, je pense que les insulaires ont tendance à être nombrilistes, à penser qu'ils sont des originaux sans précédent et que franchement, qu'il n'y a pas mieux qu'eux. Il y a cette espèce de notion qui est quelquefois gênante chez les insulaires. Et je dois dire que quelquefois, ça m'horripile et ça me fatigue. C'est vrai, il y a cette notion, certes, mais à côté de cela, il y a le fait qu'il y a l'horizon et la mer qui nous entourent. Et donc, c'est vrai que nous sommes souvent tournés vers nous, mais qu'à un moment donné, notre regard se perd dans le lointain, dans l'horizon, dans l'ailleurs. Et ça agrandit singulièrement nos espaces. Ça agrandit nos terres. Nos terres, si vous voulez, dérivent à l'infini du regard, à l'infini de la mer, à l'infini des cieux. Et ça aussi, c'est le regard insulaire. Ce sont les deux choses. Une petite île, si vous voulez, les gens se connaissent, on se connaît tous. Finalement, on pourrait même dire que nous sommes une grande famille. Ça a ses inconvénients et ça a ses avantages aussi. Les inconvénients, c'est que tout le monde sait tout de tout le monde. Il n'y a pas moyen de bouger. On sait mieux que vous ce que vous avez fait, ce que vous voulez faire, enfin voilà, les gens savent mieux que vous ce que vous êtes. Mais à côté de cela, il y a aussi des avantages, c'est-à-dire que, bon, on s'entraide. Il y a le fait aussi qu'on est important l'un à l'autre. On n'est pas des inconnus, anonymes. On a à exister les uns face aux autres, ce qui fait que ça vous donne finalement une espèce de colonne vertébrale qui vous oblige à vous tenir et à vous tenir verticalement.
Donc c'est aussi cela, c'est aussi le fait qu'il y a beaucoup de sollicitude. Les gens vont remarquer que vous êtes plus pâle, que vous êtes fatigué, que si vous êtes... les gens vous devinent même, tellement ils vous connaissent. Ils vous devinent et ça, quelquefois, ça fait beaucoup de bien. Parce que, quand on vous dit « Non, ma chère, ne me dis pas que tu vas bien, je sais que tu as des ennuis, je me doute que tu es embêté, je vois ça sur ton visage, je vois ça sur tes yeux. » Les gens vous connaissent et c'est bien aussi, quelque part, que les gens vous connaissent, que les gens vous apprécient, que les gens vous déprécient, que vous existez finalement, vous existez face à l'autre. Vous n'êtes pas simplement une ombre, un fantôme qu'on croise dans l'escalier, tout simplement, sans même le regarder ou le voir. Non, nous avons notre réalité, notre poids de chair et de sang, et ça c'est bon aussi. Donc voilà, il y a les deux choses dans ces îles-là. Et il y a dans les îles en général, il y a aussi des végétations extraordinaires qui sont comme des consolations. Tellement c'est beau, tellement c'est proche en même temps. La végétation est proche de vous, ça n'est pas un combat, ça n'est pas quelque chose, si vous voulez, on n'est pas dans une forêt amazonienne où les arbres vous dépassent, on est dans des îles, en tout cas pour chez nous, ces îles-là sont vraiment, on est comme dans un liquide amniotique. Le paysage est extraordinaire, vous êtes déjà rassuré, bercé, c'est-à-dire que vous pouvez marcher nu. Si demain vous n'avez pas d'argent et que vous n'avez pas d'habits, vous n'allez pas mourir de froid. Si demain vous n'avez pas à manger, vous n'allez pas mourir de faim. Si vous avez le courage de marcher dans la forêt, vous allez trouver toutes sortes de bonnes choses, toutes sortes de choses extraordinaires à manger. Vous n'allez pas périr. Votre nature est pour vous. Donc, tout cela est assez extraordinaire et pour ma part, j'adore les îles. Ouais.